Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Une enquête réalisée par l'OIM et l'UNESCO démontre que 13 zones, dont les 5 communes de la capitale Conakry, sont des risques potentiels de radicalisme et d'extrémisme religieux. Des comités d'alerte vont être mis en place pour lutter contre l'extrémisme violent. Le candidat de l'opposition en RDC, Félix Tshisekedi, est rentré mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe. Les deux hommes ont scellé une coalition vendredi dernier à Nairobi avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. 13 zones, notamment les 5 communes de la capitale Conakry, sont des risques potentiels de radicalisme et d'extrémisme religieux. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'OIM et l'UNESCO sur demande des autorités guinéennes. Pour faire face à ce nouveau fléau, les ONG, les syndicalistes, les forces de l'ordre et les autorités administratives ont entamé la mise en place des comités d'alerte pour la lutte contre l'extrémisme violent. Alseni Bari, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Il ne s'agit pas de réprimer, mais prévenir contre tout extrémisme violent et radicalisation religieuse. Raison pour laquelle société civile, religieux, syndicats de transporteurs sont mobilisés. Il s'agit de mettre en place un comité d'alerte et de veille dans les 5 communes et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Ces circuits de prévention, c'est vraiment ces comités d'alerte précoce qui vont être installés dans les différentes communes, qui vont travailler avec les populations à la base, donner l'information nécessaire aux services de sécurité et décourager les potentiels candidats qui peuvent tomber dans les mains de ces personnes qui font le lavage de cerveau, mais aussi au cas où il y a des gens, comment faire la répression pour les mettre hors d'état de nuire. Un ouf de soulagement pour cet officier de police judiciaire. La radicalisation est d'autant plus importante que de nombreux Guinéens reviennent de la Libye, l'Algérie ou autres avec l'esprit fort modélé. Je demande à l'État de prendre ça à bras le corps, car vous-même vous remarquez, ces jeunes qui reviennent de l'aventure, qui ont échoué dans le projet d'aller en Occident, s'installent dans les pays où il y a de l'islamisme, où il y a du terrorisme. Ils sont entraînés là à beaucoup de choses et ils reviennent au pays, ils reviennent radicalisés. Ils reviennent avec des idées d'extrémisme et surtout dans le cadre religieux. Et ils cherchent petit à petit à approcher notre jeunesse et à entraîner notre jeunesse dans ce cadre. Des attaques terroristes enregistrées en Côte d'Ivoire, pays frontalier et au Burkina Faso sont une illustration. La contribution des religieux, notamment des imams, dans la formation, la sensibilisation et les prêches reste donc fondamentale. Donc l'importance de cette rencontre, c'est prouver que une fois que notre pays est menacé, parce que nos voisins n'ont pas de paix chez eux. Donc on doit prévenir et lancer l'information aux autres que tout le monde doit être mis en état d'alerte de non-violence. Ces comités de veille devraient être installés dans les 5 communes et 13 autres localités de l'intérieur du pays. Prise de fonction officielle ce mardi des maires de Matam, Dixine et Kaloum. La cérémonie a été présidée par les autorités du gouvernorat, moment choisi par ces différents élus locaux pour rappeler leurs objectifs, notamment la lutte contre l'insalubrité, la promotion de la paix. Alseni Bari, Tcherno Sadouba ont fait le tour de ces 3 communes. Suivez. Matam, 24 quartiers, 143 255 habitants. C'est l'une des plus importantes communes urbaines de la capitale et du pays. Ici, c'est d'abord une passation de service entre la présidente de la délégation spéciale et le maire, avant la prise de fonction, qui sonne comme un glas de soupir. Je lance un appel patriotique à l'endroit de tous et de toutes pour œuvrer dans le sens d'un travail d'équipe sincère dans l'unité, dans la paix et la concorde sociale. Deuxième étape, Dixine. Devant les 37 conseillers, c'est d'abord les syndicalistes qui prennent la parole en indiquant que les contractuels n'ont pas été payés depuis le retrait du président de délégation spéciale. Le maire qui se succède à lui-même rassure que toutes les dispositions seront prises pour la paye avant de lancer un appel aux autres membres.
À l'extérieur, le problème politique est possible, mais à l'intérieur du bloc, c'est les conseillers communaux de la commune de Dixine qui se retrouvent pour le bien-être de Dixine. Nous mettons fin aux querelles que nous avons connues. Nous devons faire face au travail qui doit commencer. À Kaloum, c'est la fille du feu président Sékou Touré qui prend les rênes. Elle rend hommage aux compagnons de lutte de son père, comme Balia Kamara, Hadjama Fouri Bangoura et autres. Nous serons guidés par l'esprit de concertation d'équipe et de redevabilité envers nos mandats. Nous serons à l'écoute de toutes et de tous. Chers citoyens et braves populations de Kaloum et des îles, chères sœurs de Kaloum, vous nous avez élus sur la base d'un programme désormais unifié que nous assumons, et il est de ma responsabilité en tant que premier magistrat de la commune de faire en sorte qu'à l'issue de notre mandat, les objectifs projetés et les résultats attendus soient atteints et pleinement atteints. À noter que toutes ces prises de fonction ont été présidées par le chef de cabinet du gouverneur de la région de Conakry. Bientôt, l'opérationnalisation du centre de dispatching de l'énergie à Conakry. Les travaux sont à ce jour exécutés à 78%. Ce centre va désormais gérer le réseau énergétique du pays et sera interconnecté avec les pays de la sous-région. Djibril Ba, Alseni Kamara, reportage. Le présent centre de conduite énergétique est une première en Guinée. Il est financé par le gouvernement guinéen et le fonds d'Abu Dhabi à hauteur de 150 milliards de francs guinéens. Dans ces bâtiments R+3, plusieurs services seront offerts pour améliorer la qualité de la desserte du courant électrique. Pas seulement, il sera aussi le point focal du réseau électrique des pays limitrophes tels que la Sierra Leone, le Libéria. On est à peu près ici à 78% d'avancement au niveau du bâtiment. Et on va démarrer toutes les modifications des installations, on va démarrer ça en début d'année prochaine. Toute la partie étude est réalisée. Donc globalement, c'est un projet qui avance normalement. Une fois le centre terminé, les populations constateront par elles-mêmes des changements dans l'utilisation du courant électrique. Normalement, nous devrons d'une part limiter les coupures en réseau, puisque nous serons informés à l'instant T d'un déclenchement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer par du téléphone pour informer une personne, donc ça prend du temps. Là, automatiquement, un changement d'état d'un équipement, d'un ouvrage, nous serons informés tout de suite. Donc les opérateurs qui seront dans la salle de conduite pourront trouver des circuits de secours permettant de réalimenter la population rapidement. Normalement, ça devrait gagner en temps de réalimentation. Et en plus de ça, si nous avons des grands événements, on pourra faire en sorte de privilégier certaines zones pour des gens qui sont ce qu'on appelle des insuffisants respiratoires ou des hôpitaux. La mise à disposition du centre se fera tout de même en janvier. Pour cette bâtisse, tous les équipements sont disponibles pour son fonctionnement, nous rassure le superviseur de l'infrastructure. Une infrastructure de cet acabit a été réalisée au Togo, au Bénin et au Mali par les mêmes entreprises. Le 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique se poursuit en Guinée. L'objectif de ce congrès est d'améliorer la pratique de gynécologie et d'obstétrique à travers la formation et la recherche afin de maintenir un niveau élevé de professionnalisme et de respect de l'éthique. Les travaux ont réuni les responsables des sages-femmes à Conakry venus de 20 pays d'Afrique et de l'Europe. Ouminatou Sidibé, Ibrahima Sori Sengsouma. Depuis sa création en 1988, la Société africaine de gynécologie et obstétrique organise chaque 2 ans un congrès pour faire le point sur les avancées de ses interventions en Afrique et tracer de nouvelles perspectives. Dans la plupart de ces pays, la couverture en soins de qualité pour la mère et l'enfant en vue de la réduction de la mortalité est loin d'être une réalité. Pour inverser cette tendance, la présidente des associations de sages-femmes de l'Afrique francophone propose. Sans le déploiement adéquat, pensé, coordonné, ambitieux et volontaire des professionnels sages-femmes, ce rêve ne pourrait jamais être atteint. La Guinée dispose désormais d'une faculté des sciences et techniques de la santé à la place des facultés de médecine pour mieux encadrer la profession.
mais aussi permettre aux sages-femmes d'être détentrices d'une licence et passer ensuite le doctorat. Et elles peuvent même devenir techniciennes supérieures agrégées dans le domaine où ils sont. Donc, les enseignants de rang A dans leur domaine. Et c'est pour cela, dans la réforme des universités dans un certain nombre de pays, tels que la Guinée, on a intégré cet enseignement. Ce congrès a ainsi permis aux sages-femmes d'Afrique d'exposer leurs problèmes. La présidente des sages-femmes de Guinée revient sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le déploiement des sages-femmes qui cause un problème dans les zones difficiles. Et puis, il y a aussi un manque de financement pour accompagner les sages-femmes pour leur plan d'action opérationnel. Les partenaires techniques et financiers de ce projet sont entre autres le ministère guinéen de la Santé, l'UNICEF et l'UNFPA.